Ok. Bon. Donc j'ai marre l'enregistrement. Voilà. Si vous préférez rester chez vous dans votre salon avec une petite boisson, les pieds sur la petite table, en train de regarder sur votre grand écran le cours, n'hésitez pas. Ok? D'accord? Bon. Je vois bien d'une manière que tout le monde n'est pas présent. Je pense qu'il y a une centaine de personnes qui sont en train de faire du streaming. Au moins. Ou en différé. Vous avez aussi, je dis bonjour à nos amis brésiliens qui nous suivent en direct du Brésil. Enfin, pas en direct du Brésil parce que actuellement il est un peu tôt pour eux, avec le décalage horaire. Donc ils nous suivront cet après-midi en différé. Donc, bon, allez, revenons un peu à la réalité des choses en faisant un petit peu de maths. Ça dédramatise. Non, vous ne trouvez pas que ça fait du bien? Oui, un peu d'équation. Alors, on va continuer le cours de la dernière fois, voir des nouvelles notions, des nouvelles méthodes. Donc en TD, on a fait beaucoup les méthodes de Runge-Kutta. N'hésitez pas à aller voir sous Moodle, il y a la correction détaillée de tous les exercices qui sont mis. En fonction des groupes, vous en avez fait 3, 4, 5. Il y avait 6 exercices. Personne n'est arrivé au bout, c'est normal. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir. Normalement, il y a suffisamment de détails. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer des questions, à me poser des questions par mail. Ok? D'accord? La fois prochaine, ce sera des TP. Donc, ce sera sur machine. Le Python doit être connu. On n'apprendra pas à faire du Python en cours. Ok? Je le redis à tout le monde. Vous devez être à l'aise en Python, en NumPy. La séance sera entièrement là-dessus et on ne passera pas du temps à faire du langage. Ok? Réviser. Alors, revenons un petit peu aux différentes méthodes. Donc aujourd'hui, on va voir des nouvelles méthodes, pas de Runge-Kutta, des méthodes qu'on appelle de Taylor. Et on va faire des estimations d'erreurs. Et puis, si on a le temps, mais vu que le cours a été bien entamé, on ira un peu plus loin. Alors, petit rappel, on repose un petit peu toutes les bases. Système dynamique, on doit trouver la fonction y de t, qui est une fonction qui vérifie une dynamique avec f. On connaît la dérivée de la fonction. On connaît un point de départ, y0. Et donc, ce qu'on cherche, ce n'est pas la fonction, la formule analytique, c'est à déterminer un ensemble de points à T1, T2, T3, T4, différents pas de temps, qui peuvent être fixes ou variables, on verra, et à déterminer la valeur approximative de cette fonction en différents pas. Donc un schéma numérique, ça va être ça, tous les schémas numériques qu'on a vus, c'est vous avez créé une suite récursive. Donc on connaît T0, on connaît Y0, on calcule T1, Y1 et ainsi de suite. Et donc on calcule cette suite récursive. Le schéma, c'est le phi qui est ici, qui dépend de Y, de T et du pas, H. Et donc ce qu'on espère, c'est que le numérique, les Y en gras, les numériques soient à peu près égales à la fonction et la fonction qu'on cherche, la fonction exacte qu'on est en train de chercher. Donc je vous rappelle un peu ces notations. Le Y en gras, ça veut dire qu'on est dans le monde du numérique, on est en train de calculer des vecteurs, des valeurs en un point. Le Y pas en gras, c'est la fonction mathématique que l'on ne connaît pas et qu'on applique en un certain pas de temps, un certain temps. D'accord? Ok. Alors, méthode de Taylor. Donc on a vu les méthodes de Runge-Kutta. Méthode de Runge-Kutta, c'était basé sur l'approximation de l'intégrale par une combinaison linéaire de différents points, des K1, K2, K3, des points intermédiaires qu'on calculait. On faisait une combinaison linéaire et on obtenait un certain ordre. Donc Runge-Kutta, l'avantage, c'est que ça allait c'était assez vite. Hein. On a vu les méthodes de l'air, Runge-Kutta à l'ordre 2, c'est 3 lignes. Runge-Kutta à l'ordre 4, c'est 5 lignes.
mais ça se comprenait, c'était bien, mais Runge-Kutta, ça va jusqu'à l'ordre 5. On a vu le calcul en TD de l'ordre 2 pour calculer les coefficients, fastidieux, hein, d'accord? Donc vous imaginez à l'ordre 5, voilà, plus que fastidieux. L'ordre 6 doit exister quelque part, mais on ne va jamais au-delà de l'ordre 6 avec Runge-Kutta parce que c'est trop compliqué à trouver les bons coefficients, les bons... Enfin bon, on perd son temps, on n'y arrivera pas, et puis il y a peu de monde qui l'ont fait avant vous, il n'y a personne. Mais bon. Et des fois, souvenez-vous, la dernière fois, je vous ai montré des fonctions chaotiques. Alors il y a notamment le problème à 3 corps en mécanique céleste. Il y a plein de problèmes comme ça, des petits problèmes qui sont chaotiques, qui sont instables et qui ne permettent pas de... Enfin, qui demandent un ordre élevé parce qu'on veut très peu d'erreurs. Alors là, je vais vous montrer une méthode de Taylor qui permet de faire une méthode schéma à l'ordre ce que vous voulez. Alors en pratique, c'est utilisé pour faire des méthodes à l'ordre 40. Alors 42, 43. C'est assez efficace, mais on verra qu'il y a forcément des petites contreparties. Alors déjà, on fait une sorte de suite de fonctions là, une suite de fonctions G. Alors G0, ça va être juste la fonction de ma dynamique, et la fonction Gn plus 1 qui est définie par une suite récursive de fonctions. Hein. Donc, si on fait la dérivée de l'itération précédente par rapport à la variable t, là, on fait la dérivée par rapport à la variable y, qu'on applique en un certain point, et qu'on multiplie par f. D'accord? Et comment je crée un schéma numérique? Je crée mon schéma à partir de mes fonctions g. Je vais une sorte de fonction, là, ça vous fait penser à quoi ces fonctions-là, là, avec le h puissance j plus 1 sur j plus 1 factoriel? Ça fait le développement limité, le développement de Taylor. D'accord? D'où son nom. Ok? Donc on fait une sorte de combinaison entre ces fonctions g pour obtenir ça. Et ça, cette fonction construit une méthode d'ordre P. Alors d'ordre P, vous voyez P qui est variable ici, il peut aller jusqu'à 40, pas de souci, ça marche. Alors, petit détail. Là, on n'est pas dans le monde du numérique quand on calcule les G. On calcule bien des dérivés et on va calculer une dérivée soit à la main, soit avec un outil de dérivation automatique. D'accord? Donc il faut des outils de dérivation formels. C'est-à-dire, quand vous calculez la dérivée de x carré, il vous donne 2x. Ok? C'est pas pareil que de calculer la dérivée en un point. Là, il y a plein de techniques, notamment, qu'on verra avec les différences finies, qui nous permettent d'approximer la valeur de la dérivée en un point. Ok? C'est pas pareil de calculer une approximation de la dérivée que de calculer sa fonction formelle. Donc là, on a besoin vraiment de calculer des dérivées formelles de G à différents... Et on les combine. Hein. Vu que c'est une suite récursive, donc on est calculé par rapport à une première variable, on fait tout le calcul, puis on redérive le tout par rapport à la première variable, puis on redérive le tout par rapport à la deuxième variable, on fait la combinaison linéaire, ça nous donne une fonction qu'on redérive et ainsi de suite. C'est assez fastidieux. C'est pour ça qu'il faut souvent utiliser des dérivateurs automatiques, des formules des dérivés automatiques qui vous permettent de calculer les dérivés au-delà de l'ordre de 10, parce que forcément les formules qui vont en découdre vont être de plus en plus compliquées. Quand vous dérivez, vous faites des combinaisons en plus de ces dérivés, vous redérivez, au bout d'un moment, formellement, l'équation va faire 6-7 pages. D'accord? Donc faire ça à la main. Ok. Donc on peut combiner des choses comme ça. Autre truc, c'est si la fonction f change, l'équation de G change. Donc toutes ces équations-là, qui sont ici, sont valables pour une fonction f, une fonction d'évolution.
Ça veut dire que pour chaque fonction d'évolution f, vous allez avoir ici une expression différente. C'est-à-dire que si vous avez une première fonction, premier système à simuler, vous changez le z, ça change toutes vos formules, il faut refaire les dérivés. D'accord? On les fait qu'une seule fois au tout début, et après on peut calculer notre suite récursive de y. Mais si la fonction f change, il faut tout recalculer depuis le début. Alors ça me fait une méthode d'ordre P. Bon, ben on va un petit peu vous montrer un peu comment ça marche tout ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, on va montrer ça rapidement. Pas rapidement, voilà, on va se prendre. Et on va déjà vous montrer qu'en fait, les G, les différents G qui sont définis par la suite, en fait, ça définit, c'est égal à la dérivée de la fonction qu'on cherche, m plus unienne. C'est-à-dire que la dérivée de la fonction qu'on cherche, la dérivée m plus unienne de y, c'est égal à g de m. Alors, on va montrer ça par récurrence. Procédé classique en démonstration, petite démonstration de récurrence, ça fait pas de mal. On prouve pour m égale 0. Alors pour m égale 0, la formule ici, c'est la dérivée de première, c'est-à-dire y'. Ah, ben y' d'après la dynamique, c'est f. Et si on fait d'égalité, ben f, si on regarde la série, ben f, c'était le premier terme, c'était mon g0. Ok, tout est bien, pour m égale 0, pas de souci. Ça va? Ok. Bon, on dit que c'est vrai pour l'itération m, et on démontre pour m plus 1. Donc on suppose que la dérivée m-ienne, c'est gn moins 1, et on démontrera que la dérivée m plus unienne, c'est gn. Alors, donc on part de la dérivée m plus unienne. Bon, si on veut l'exprimer, la dérivée m plus unienne, c'est simplement la dérivée m-ienne qu'on dérive une fois de plus, tout simplement. Donc là, je l'ai noté avec le prime, mais on peut le noter aussi avec le d sur dt, d'accord? D de y sur dt. Faites attention, ici le d, c'est un d droit, ok? Contrairement aux formules qu'on a vues avant, les dés rondes, c'est les dérivés partiels, les dés droits, c'est des dérivés classiques. Y est une fonction à une seule variable, donc il n'y a pas de souci. Mais là, quand vous allez remplacer quand vous allez remplacer y, la dérivée ma, par l'hypothèse de récurrence, ben vous allez dériver gm-1 par rapport à t, et g, c'est une fonction à deux variables. Petite révision, fonction à plusieurs variables, on en a fait un peu en TD. On fait une dérivée droite de ce truc-là. Quelle est la formule? On dérive G, ce qu'il y a, on dérive ce qu'il y a ici, fois la dérivée de G par rapport à sa première variable, plus la dérivée qui est ici, fois la dérivée de G par rapport à sa deuxième variable. N'hésitez pas à réviser les fonctions plusieurs variables, les dérivées. Ça va vous être très utile par la suite. On va en revoir et en revoir. Donc, par composition des dérivés, on obtient cette formule-là. Donc ici, j'ai dérivé par rapport à la première variable que j'applique en t, y de t. J'ai dérivé ici par rapport à la deuxième variable, le deuxième terme par rapport à la deuxième variable que j'ai appliqué en t, y de t. Et il y a une multiplication par la dérivée de ce qu'il y avait à l'intérieur, c'est-à-dire y'. Ça va tout le monde? Bon. Dernier petit truc, on peut remplacer le y' par la dynamique, par le f. Et si on remplace ça par le f, on tombe directement par la formule de Gn. C'est la formule de la récurrence. Ok? Donc en fait, la formule, les petits G là, que je vous ai mis par récurrence, ça vous définit comme ça toutes les dérivées de y, dérivée première, dérivée deuxième, troisième, quatrième, de la fonction que l'on cherche. Ok? En fait, c'est des formules mathématiques pour les dérivées. L'avantage, c'est que là, de ce côté-là, il n'y a pas de dérivée, et ici, il y a une dérivée. Ça va? Bon, un peu de calcul, mais bon. On peut le faire.
Donc une fois qu'on a cette petite supposition, on va essayer de montrer que l'ordre de la méthode est d'ordre P. Alors l'ordre, souvenir de la définition, c'est quoi l'ordre? C'est l'erreur à chaque pas est un petit taux de H. Donc ça veut dire qu'on suppose qu'il n'y a pas d'erreur, il y a égalité entre l'exact et le numérique, et on fait un pas H, et on va en K plus 1, et on regarde un peu la différence entre le numérique qu'on a calculé avec le schéma et la fonction que l'on recherche, et il faut que la différence entre les deux soit un petit taux de H puissance P. Alors un petit taux, c'est quelque chose de négligeable suivant H puissance P, c'est-à-dire quelque chose qui est une constante multipliée par H puissance P plus 1. Alors, comme son nom l'indique, à un moment, il va falloir faire un développement de Taylor, pas un développement limité. Donc, de la fonction que l'on cherche en TK plus H, donc ça fait Y de TK, et vous avez la formule de Taylor, je le fais à un ordre P, avec un petit taux de H puissance P à bout. Donc là, vous avez la formule classique. Et puis, si on regarde ce qu'on vient de trouver précédemment, on a une égalité entre les Y et les G, enfin les dérivés M plus unième et GM. On a une égalité entre les dérivés de Y et la suite des GM. On remplace dans l'équation les dérivés par les G. Ça nous donne cette formule-là. Et puis, en fait, si on regarde notre schéma numérique comme il est défini, c'est à peu près pareil. Vous avez les Y de TK égale à YK. Et ici, là, votre formule, c'est exactement la même. Alors, on a décalé. Là, c'était entre 1 et P. Là, c'est entre 0 et P moins 1. D'où les J qui se transforment en J plus 1 et les J moins 1 qui se transforment en J. OK? Donc, on fait la différence. Alors, hop. Oui, j'ai supprimé juste la ligne du haut pour remonter un peu le tout. Donc, on va faire la différence entre celui-là et celle-là. Les deux équations, on les fait la différence. On a fait ça, pareil, pour Runge-Kutta à l'ordre 2. Souvenez-vous, pour calculer les coefficients, c'est à peu près la même technique. On fait un développement limité de la fonction qu'on cherche. On faisait un développement limité du schéma que l'on cherche. Là, il n'y a pas besoin de développement limité du schéma. On l'a directement. Donc, on fait la différence entre les deux. On a supposé, bien sûr, que le YTK, ça vaut YK. Donc, il va y avoir égalité. Et il va rester que le petit taux qui est ici. Vous faites la différence, ça fait bien un petit taux. OK? Donc, j'ai réussi à construire une méthode d'ordre P, P allant de 0 à 1000, et la seule limite à l'ordre, c'est ma volonté de faire des dérivés. Alors, comme je vous ai dit, certes, on peut avoir des dérivateurs automatiques, mais quand les équations commencent à faire plusieurs pages, même le dérivateur automatique, il va rendre l'âme. OK? Donc, faut pas... il y a des logiciels tels que VNode qui dérivent jusqu'à l'ordre 42 des fonctions pour avoir une certaine précision quand vous avez des choses un peu sensibles, genre je sais pas, un sous-marin, est-ce qu'il va passer à côté entre deux poteaux, est-ce qu'il passera bien entre les deux poteaux et les deux rochers, et est-ce qu'il ne va pas cogner l'un des deux rochers? On espère que c'est le schéma numérique que vous faites, la simulation que vous faites, elle est très précise pour vous garantir que ça passe bien entre les deux et que ça ne va pas cogner un rocher et perdre le sous-marin. Des fois, c'est des choses un peu comme ça, un peu sensibles. OK? Quand la vie humaine est en jeu, généralement, on essaye de faire des choses un peu propres. Ou la vie, ou plusieurs millions d'euros en jeu. Si vous avez une fusée, que vous voulez la faire décoller pour lancer un satellite, forcément, il faut une certaine précision pour lancer le satellite. Il faut s'assurer que tu as bien la cible. Donc là, il va falloir s'assurer que la méthode numérique ne flanche pas. Donc des fois, on fait des ordres élevés. C'est avec des méthodes comme ça
on a prouvé aussi des stabilités en mécanique spatiale, notamment que les anneaux de Saturne sont stables. Pourquoi ils sont stables et pas ils sont pas agrégés pour faire des petites planètes? À prouver, c'est avec ce genre de méthode qu'on a réussi à faire ça. Il fallait des ordres très élevés en dérive. Donc c'est bien d'ordre Pi. Ok, alors comment ça se met en place tout ça? Un petit exemple, parce que c'est vraiment le passage au... Bon là on a la formule sur le papier, le passage numérique machine, il y a une petite étape. Donc là on a un schéma, un système numérique, enfin un système pardon dynamique. J'ai le masque. Un système dynamique. Et donc, on va essayer d'appliquer le schéma de Taylor, qui est ici. Là, je vous ai remis la suite des G. Et on va essayer d'appliquer à ce schéma-là. On va faire à l'ordre 2. On va le faire à la main, on va le faire à l'ordre 2. Donc, en gros, l'ordre 2, ça va être quoi? Ça va être P égale 2. Donc, on va aller de G1, G0 et G1. Donc, on va faire G0 et on va faire G1. Vous faites cette formule-là avec le G, là c'est G0, c'est-à-dire la dérivée de f en fonction de t, la dérivée de f en fonction de y. Ok? Alors, la formule, ça nous donne ça. C'est explicité. Donc j'ai besoin de f, la dérivée de f par rapport à t, la dérivée de f par rapport à y et f. Ok? Donc je vais calculer tous ces termes. F, c'est tout le terme qui est ici, là, à droite. Donc, j'ai retiré les deux t parce que je prends f en t et y n'étant plus une fonction, étant un vecteur. Ici, c'est un réel. Je dérive f par rapport à la t. Alors là, c'est par rapport à la première variable. C'est pas par... On est d'accord que ce truc-là, les y ne dépendent pas de t ici. C'est la première variable t. La seule chose qui dépend de t, c'est le sinus. D'accord? Donc quand je dérive le f par rapport à t, j'obtiens cosinus. Et si je dérive le f par rapport à y, j'obtiens alors la dérivée du sinus, là, il n'y a pas de y, elle s'en va. Et donc j'ai que le petit terme là, en 1 moins y carré fois y, qui se dérive. Donc, dérivée du produit, ça me donne cette formule-là, je simplifie, 1 moins 3y carré. Donc je rappelle la formule qui est ici me donne le schéma de Taylor à l'ordre 2, j'applique ça avec les fonctions que j'ai trouvées juste au-dessus, j'obtiens ce premier terme, c'était le f, là qui est ici, j'ai la dérivée de f par rapport à t qui est ici, que j'applique en tk, la dérivée de f par rapport à y qui me donne ce petit terme-là, 1 moins 3yk, et enfin le dernier terme, c'est le f. Donc vous voyez, vous avez une formule avec des sinus, des machins, enfin, c'est pas du tout, ça ressemble pas du tout à Runge-Kutta. Hein. Vous avez une formule là qu'il faut calculer, et voilà, j'ai mon schéma numérique. Si je calcule ça, à chaque itération, ben j'ai mon itéré suivant, et ainsi de suite. Alors vous voyez que la dérivée, certes, on le fait au début, mais après, une fois qu'on l'a, c'est bon. Donc la formule qui est là, en une ligne, j'ai mon ordre 2 qui est calculé. Ça va tout le monde? Des questions? Oui, non. Oh, vous expliquez trop bien. Bon, j'essaye l'interaction, hein, on est encore en face à face là. Alors, bon, donc ça c'est un premier exemple. On voit bien que si ma fonction f change, tout mon schéma, qui est mon équation qui est ici, va devoir changer. Je vais devoir calculer les fonctions. Alors, je vous ai pris un autre exemple, c'est un système de Lorentz, oscillateur de Lorentz, avec des différentes valeurs numériques. Donc là, on a 3 dimensions. Le y que je cherche, il a 3 dimensions, c'est petit a, petit b, petit c. Et donc, ma fonction f, c'est une fonction de r
R3 dans R3. Donc, une fonction plusieurs variables. OK? Donc, si je dérive ma fonction f par rapport à t, ça va me dériver ce truc-là par rapport à t, ça va me donner un vecteur de 3 dimensions. Si je dérive par rapport à y, qu'est-ce que ça va me donner? Non, pas un vecteur. Une matrice. Parce que la dérivée par rapport à y étant un vecteur, je vais avoir la dérivée par rapport à la première variable y1, la dérivée par rapport à y2, la dérivée par rapport à y3. Et cette matrice, ça s'appelle une jacobienne. OK? Souvenir. Vous l'avez déjà vu. Et là, il y en a qui font pas. Alors, ma fonction f, elle est là. Le calcul de la dérivée de f en fonction de t, ben, il n'y a pas du tout de dérivée en fonction du temps. Là, il n'y a pas de t, donc ça fait 0. Facile. Et là, la dérivée de f par rapport à y, je vais avoir la dérivée par rapport à y1. En effet, si vous dérivez ce truc-là par rapport à y1, ça fait moins 10. Par rapport à y1, il y a le 28 et le moins 3x3 qui reste. y1, c'est que le y2 qui reste. Dérivée par rapport à y1, c'est la première colonne. Dérivée par rapport à y2, c'est la deuxième colonne. Dérivée par rapport à y3, c'est la troisième colonne. OK? Donc j'ai f, dérivée de f par rapport à t, dérivée de f par rapport à y. Ça me suffit pour mon ordre 2. Je fais ma formule. Je mets tout en place, ça me donne ça. Alors je ne vous ai pas développé ici, j'ai un produit matrice entre deux formes. Donc j'ai une matrice ici que je multipliée par ce vecteur-là, j'ai un produit matrice-vecteur, pardon. Et vous êtes d'accord, si je voulais l'ordre 3, je prenais tout ce qu'il y avait à l'intérieur ici, donc ce produit matrice-vecteur. Ce produit matrice-vecteur me faisait une fonction qui allait dans R3, et je la redérivais encore par rapport à t, et dérivée par rapport à y. Ça me redonnait encore une matrice qui me refaisait une autre formule en h puissance 3 sur 6. Donc ce truc-là, si je veux un ordre 3, il faut que je le redérive. Vous voyez un petit peu le petit côté, on est bien d'avoir des outils de calcul formels pour faire déjà ça. Vous voyez? Même là, l'équation, alors la première ligne, ça m'aurait fait moins 10 fois ce truc-là, plus 10 fois celui-là, plus 0 fois la dernière ligne, et j'aurais obtenu la première ligne. OK? Formellement, même rien que ça, tout de suite, ça complique un petit peu. Ça va? Donc vous voyez, l'équation change à chaque fois pour calculer des dérivés de manière analytique ou à la main. Mais au moins, l'avantage de ces méthodes, vous pouvez vraiment aller à des ordres beaucoup plus élevés. D'accord? Et on peut créer comme ça des méthodes n'importe où. Inconvénient, c'est que si la dynamique change, il faut refaire tous les calculs des dérivés. Avantage, on peut aller à l'ordre 40. Bon. Alors, on revient sur nos schémas numériques. Donc, on a vu les méthodes de Runge-Kutta, les méthodes de Lair, les méthodes de Taylor. On a plein de méthodes, on commence à être bon en méthode. Mais maintenant, on va un peu s'intéresser aux estimations d'erreur. Donc, c'est bien d'avoir des méthodes qui font d'ordre P, l'ordre ainsi de suite. Mais si votre h puissance P fois une constante, ça fait la constante en question qui est devant, elle est trop grosse, ben, vous avez beau avoir h qui est petit, ça va poser problème. D'accord? Et puis, des fois, petit, mais à quel point il faut qu'il soit petit? Est-ce qu'il faut qu'il soit très petit, très grand? Est-ce que c'est 10-8, 10-2? Des fois, on ne sait pas un peu. On ne sait pas. Donc souvent, ce qu'on aime bien, c'est les méthodes à pas. C'est de bouger un petit peu ce pas d'une itération à l'autre. C'est-à-dire que quand votre dynamique, elle bouge très peu, on va pouvoir faire des grands pas. D'un pas de temps à un pas de temps, il y a très peu de mouvement, très peu de dynamique. On peut faire des grands pas, c'est très plat. Si vous avez une dynamique qui bouge beaucoup, qui évolue beaucoup en fonction du temps, ben là, il va falloir ralentir un petit peu.
Et souvent, vous avez un peu les deux en plein milieu. C'est-à-dire vous avez quelque chose qui se passe très calmement, genre vous avancez tout droit et puis à un moment, vous avez un obstacle sur votre chemin, il faut faire un changement de parcours. Ou alors, vous êtes en train de faire un circuit électrique, vous mettez une tension égale à 0, puis à un moment, vous faites un créneau en tension, un brusque changement. Donc là, il faut ralentir le pas pour, entre guillemets, bien intégrer la variation de votre système. D'accord? Donc on fait des grands pas, rien ne se passe, et à un moment, il va y avoir un gros changement. Donc là, on va faire plein de petits pas pour faire bien, simuler bien le changement. Et après, s'il n'y a plus rien, on refait des grands pas. C'est un peu comme les moteurs avec les régimes transitoires. Les régimes transitoires, on va essayer de bien les étudier. Les régimes permanents, rien ne se passe, tout va bien, on peut faire des pas de temps un peu plus lents. Alors, donc, quand vous avez un schéma numérique, ce serait intéressant de savoir un petit peu à chaque fois de temps quelle est cette petite erreur, quel est l'ordre de cette erreur que vous faites, et donc adapter ce pas ici. Donc pas adaptatif, pas constant. Alors, il y a des avantages, des inconvénients, c'est que quand vous faites des pas adaptatifs, vous ne savez pas non plus si vous faites, combien de pas vous allez faire. C'est-à-dire que c'est bien de dire, bon, de temps en temps, je peux faire des grands pas, mais si au final, vous faites que beaucoup de petits, ça peut saturer votre mémoire. Vous pouvez faire trop de pas. Un pas constant, vous pouvez prédire à l'avance combien de place mémoire vous allez utiliser. Alors, quand c'est sur vos ordinateurs de base, c'est très très bien, on peut facilement redémarrer l'ordinateur si toute la RAM est saturée. Quand c'est un satellite, si la RAM est saturée sur l'ordinateur du satellite, ça peut poser problème à redémarrer. Alors, bon. Donc là, définition d'erreur. Alors, il y a deux types d'erreurs. Il y a l'erreur locale et l'erreur globale. Alors, l'erreur locale, on la connaît, parce que c'est celle qui nous définit l'ordre de la méthode. C'est-à-dire, on suppose l'égalité à k-1, on regarde ce qui se passe, l'itération suivante, la différence, la norme entre les deux itérations. L'erreur globale, c'est la vraie erreur à laquelle on pense quand on parle d'erreur. On ne pense pas à l'erreur locale, on pense à l'erreur globale. Donc l'erreur globale, vous avez AY0, l'égalité, au point de départ, et puis après, on regarde un petit peu ce qui se passe, et à l'itération 10 000, on se dit, tiens, quelle est l'erreur entre les deux? Sauf que le problème, c'est que le Y, là, vous ne le connaissez pas. Donc ça ne se calcule pas de manière formelle. Mais on peut réussir à estimer ces erreurs-là. Donc ça, c'est l'erreur que vous voulez savoir, un truc que vous ne connaissez pas et puis un truc que vous avez calculé. Mais ça, au final, c'est le schéma numérique, c'est l'erreur qu'il va vous donner. Il va vous donner l'erreur locale, le schéma numérique, l'ordre de l'erreur locale, mais vous voulez l'erreur globale. Alors le lien entre les deux, donc si on a une erreur locale, comme je vous ai dit, c'est la question de l'ordre. Donc l'ordre, ça fait l'erreur locale est égale à un petit taux de HP. Donc en supposant l'égalité à l'itération de K, on fait un seul pas, K plus 1. Petit taux de HP, je remets la définition parce qu'on va en avoir besoin. C'est une constante qui peut changer à chaque itération, fois H puissance P plus 1, plus un petit taux de H puissance P plus 1. Donc ça, c'est la définition du petit taux de HP. Et donc, on va essayer de voir un petit peu ce que ça implique. Si on fait des petites erreurs, certes, à chaque pas, mais est-ce que ça a un impact sur une erreur, sur l'erreur globale? Et quel est le lien? Donc, l'accumulation de faits d'erreurs locales, est-ce que ça nous donne une erreur globale significative, c'est-à-dire non négligeable? Alors, le lien entre tout ça, on va encore parler de Lipschitz. Souvenez-vous, Lipschitz, c'est la constante, c'est une constante qui majore les taux d'accroissement. F en Y moins F en Y1 moins F en Y2 est inférieur ou égal à alpha Y1 moins Y2. Ça, c'est la constante de Lipschitz.
Donc si vous avez un schéma numérique qui est d'ordre P, et que ce schéma est lipschitien, alors tous les schémas de Runge-Kutta sont lipschitiens, il n'y a pas de souci de dériver de ces schémas-là, la constante est plus ou moins grande pour chacun. Dans ce cas-là, alors si on arrive à majorer, là j'ai majoré toutes les erreurs locales par une seule constante. Au lieu d'avoir un θ par itération, je mets un gros θ qui est la plus grande de tous les θ. Ça simplifie la formule. C'est un majorant de toutes les constantes des erreurs locales. Donc si vous arrivez à majorer toutes les erreurs locales, alors vous arrivez à majorer l'erreur globale. C'est le lien entre l'erreur locale, la constante de Lipschitz, l'ordre et l'erreur globale. Alors, c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas no free lunch, comme on dit en anglais. Pas parce que vous avez un ordre élevé, un P qui est très grand, que vous pouvez faire des grands pas. Ben, parce que si vous avez des grands pas, regardez, l'exponentielle du nombre de pas fois le h peut vous arriver à un exponentiel très grand. La constante, elle monte très très vite. Donc si la constante, elle monte très très vite, ben, au final, l'erreur globale, vous n'avez aucune garantie. D'accord? Donc, c'est pas parce qu'on a un grand ordre qu'il faut faire des grands pas, si on veut garantir l'erreur globale. Tout est un peu lié. Alors, revenir sur les notations. Donc, E, c'est l'erreur globale à l'itération K plus 1. Y, c'est la valeur exacte. Y, K plus 1, c'est la valeur estimée, numérique. Et on va introduire un nouveau point avec un Y tilde, pour montrer tout ça. Un Y tilde qui est la valeur estimée en supposant qu'on ait la valeur exacte à l'itération précédente. Donc, en gros, on a l'erreur locale, c'est notre tilde, moins la fonction qu'on cherche, et l'erreur globale, c'est celui qu'on a calculé, moins celui qu'on cherche. Alors un petit schéma, là, ça va un peu apporter. Donc vous êtes en train de faire une simulation, vous obtenez le trait noir, le noir, là, qui est foncé. Vous êtes en train de calculer les itérés. La fonction exacte que l'on ne connaît pas, c'est la fonction rouge. Donc on voit au tout début c'est bien, mais peut-être que petit à petit ça va s'éloigner. Et la fonction bleue, c'est on suppose qu'on connaît bien le rouge à TK et on fait juste un petit pas. Et puis du coup on a l'erreur locale, c'est entre le bleu et le rouge. Donc le bleu techniquement il n'est jamais calculé. On calcule le noir, on veut le rouge. Bon, le bleu, c'est un point artificiel qui vous est donné par l'erreur locale et par l'ordre. Donc, vous avez l'information sur le bleu que vous ne calculez jamais. Vous êtes en train de calculer le noir et vous voulez le rouge. Ça va? Tout le monde s'y retrouve avec les couleurs? Bon. Alors, si on calcule notre erreur globale, donc entre celui qu'on a calculé et celui qu'on veut, comment on a trouvé cette majoration? On a introduit notre petit tilde, là, le fameux et celui qu'on a calculé qui nous sert pour l'erreur locale. On le soustrait, on l'additionne. Et puis en fait, ben, vous voyez la norme là, on va la diviser en deux. Et on va retrouver au début l'erreur locale, le T. Et puis là, on a une erreur entre celui qu'on a calculé et celui qu'on a de l'information locale. Alors, du coup, ces deux-là, on a de l'information avec le schéma numérique parce qu'on est en K plus 1. Donc les deux qui sont ici, ils sont calculés avec notre schéma numérique. Donc celui-là, c'est celui classique qu'on a calculé classiquement. Et le tilde, c'est celui qu'on a calculé à partir de l'équation exacte. Donc on connaissait l'équation exacte Y. On a fait un schéma à partir de ce Y. On avait un seul pas et on a obtenu cette équation-là. Là, on était à partir des calculs numériques précédents. Ici, on reconnaît comme tout à l'heure, ben on a le Y exact moins le Y calculé. Ça, c'est notre erreur globale, mais à l'itération précédente. Super. Il reste que le schéma. Le H, on le sort. Il reste que notre schéma numérique qui est ici, le phi, la différence entre le phi à YK et le phi à T à Y de TK. Donc le phi avec la solution exacte et le phi avec l'itération numérique précédente.
Heureusement, le schéma il est Lipschitz. Donc Lipschitz, ça veut dire que ce truc-là est inférieur ou égal à alpha, la constante de Lipschitz, moins, multiplié par la différence entre les deux valeurs y là, y de tk et yk. Ça nous donne cette petite formule-là. Ok, on a le schéma de Lipschitz qui arrive. Et enfin, qu'est-ce qu'on reconnaît ici? C'est l'erreur globale. Donc on a encore E qui apparaît. Donc on factorise le E et on obtient cette formule. Donc on a E à l'itération suivante qui est inférieur ou égal à l'erreur locale plus l'erreur globale de l'itération d'avant multipliée par une sorte de facteur. Ok. Souvenez-vous, on a majoré les erreurs locales par une constante unique et fois h puissance l'ordre qu'on était, hp plus 1. Et là, on obtient cette formule qui est ici. Donc là, je l'ai remis en haut, parce qu'on est arrivé en bas de la page. On arrive en haut. Donc on a l'itération suivante est majorée par l'erreur globale à k, une constante, plus une constante. Et ça, quel genre de truc que c'est? C'est une suite. Voilà, souvenir de prépa. Suite arithmético-géométrique. Souvenir. Donc les suites numériques. Oh là 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 là. Alors tout le monde se souvient de cette formule, hein, bien sûr. Hein. On l'avait appris par cœur. On s'en souvient. Donc vous avez une suite un plus 1 est égal à une constante fois un plus b. Donc deux constantes a et b. Et ça, si vous l'écrivez en fonction de u0, vous obtenez a puissance n, u0 moins r plus r, avec le r, c'est la fraction qui est ici. Je ne fais pas la démonstration de ça, vous reprendrez vos cahiers de prépa, ou vous irez voir sur Google, pour ce petit truc de quand vous étiez bébé. Donc ça, je vais l'appliquer là sur ma suite, là, et donc je vais obtenir une majoration de mon erreur. Donc le B, il est là, c'est A, HP sur H alpha. Le U0, ben, l'erreur globale, AT égale 0, elle est nulle. Donc le U0, il s'en va. Il n'y a plus que ce terme-là qui subsiste. Ok, je factorise un petit peu. J'obtiens mon H puissance P avec une constante à l'intérieur. Et là, parce que ce truc-là, là, qui est ici, là, le 1 plus H alpha puissance K, on ne voit pas très bien ce que c'est. Alors que quand on met un exponentiel, au final, j'aurais écrit la même chose. Hein, c'est l'exponentiel du n fois log. J'aurais écrit la même chose. Ben là, ça fait un peu plus sens. Si vous mettez H, enfin ce truc-là fois H fois puissance K, tout le monde dit oh ça va, c'est une constante qui est multipliée par K. Si vous mettez un exponentiel, ça fait un peu plus peur. Vous voyez? Voilà, attention. Donc du coup, on majore avec notre exponentielle. Comme ça, on est un peu plus conscient des risques. Alors oui, là j'ai mis un petit n, c'est un petit K partout. Bon, ok. On applique cette transformation et on obtient notre formule finale qu'on voulait dès le début. Ok? Donc vous voyez, l'ordre du schéma c'est important, le pas l'est autant, c'est pas parce que vous avez un ordre élevé que vous pouvez faire n'importe quoi, c'est pas parce que vous avez des bonnes méthodes numériques que d'autres ont fait à votre place qu'on peut faire n'importe quoi. Ces choses-là doivent être faites toujours avec attention, vérifiez que vous avez des pas qui sont bons. Toujours mettre des majorations sur les pas. Ok? Donc là, on a le lien entre erreur globale, erreur locale et ordre du problème. Il y a des questions là-dessus? Ça va? Alors, comment faire pour calculer l'erreur locale numériquement? Donc on a dit, bon, c'est bon, on arrive à faire un lien entre global, local, tout ça. Mais concrètement, quand on fait un pas par pas, ben, comment on arrive à trouver l'estimateur de l'erreur locale? C'est bien de dire oui, c'est d'ordre P, mais est-ce que c'est HP, mais ça donne un truc grand, est-ce que ça donne un truc petit? Donc l'idée, c'est de dire, bon, on peut peut-être accélérer quand l'erreur locale elle est très grande, on réduit le pas,
quand l'erreur locale elle est petite, on augmente le pas. Alors, deux idées. Alors ça va être valable ici en EDO, mais c'est valable aussi en différence finie, c'est valable en numérique. À chaque fois que vous faites des simulations numériques, peu importe l'objet, c'est deux méthodologies qui sont possibles. Quand vous avez fait une simulation, quel qu'il soit, comment vérifier que le résultat est bon? Voilà une première méthodologie. Vous faites deux fois la simulation avec deux pas différents. C'est-à-dire, vous avez une maille qui vaut 0,1 et vous faites une autre avec 0,2. OK? Et vous comparez. Calculez l'erreur entre les deux. L'autre méthodologie, c'est de faire avec deux schémas différents, avec des ordres différents. Donc vous faites une première méthode, ça vous donne un résultat, vous faites une deuxième méthode complètement différente, ça vous donne un autre résultat, vous comparez les deux. Donc ça, c'est une méthodologie classique. À chaque fois qu'on fait du numérique, on ne teste pas avec une seule méthode, on teste au moins avec deux façons de faire, on compare avec les deux et on en déduit que le résultat est bon ou mauvais. D'accord? C'est vraiment quelque chose de très très général. Deux schémas différents. Alors, ici, dans nos cas, comment ça marche? Si vous avez... Alors, l'estimateur de Richardson, c'est avec deux pans. Vous avez calculé vos itérés, vous voulez calculer les tirés suivants, et vous allez faire un premier pas, une première fois K plus 1 à partir de K, et vous faites plus H, et vous calculez avec votre schéma, mais il y a une autre façon de faire. Si on part de K moins 1, et on fait un pas de 2H, on arrivera tous les deux au même point, et on comparera les deux. Alors qu'est-ce que ça donne la comparaison? Donc la première idée que j'ai écrit Y1, c'est on est en K et on calcule K plus 1 de manière classique. La deuxième idée, c'est on est en K moins 1, on fait un pas de 2H et on arrive également en K plus 1. Aucun souci, ça c'est valable mathématiquement, il n'y a pas de problème. Donc qu'est-ce que ça donne ces deux itérés? Comment on peut les comparer? Si on fait donc le premier calcul avec la première technique, ben, si on calcule l'erreur locale, ça nous donne cette formule-là, c'est d'ordre P. Si on part de K-1, ben, on a fait une première erreur de K-1 à K, on a fait une deuxième erreur de K à K plus 1, donc en fait, en majorant la constante près, on a deux fois la plus grosse des deux constantes, H puissance P plus 1, log HP plus 1. Donc ça, c'est en faisant un premier pas de K-1 à K, un deuxième pas de K à K plus 1. On a fait deux fois la méthode. Donc on a fait deux fois l'erreur d'ordre P. La deuxième méthode, elle fait une seule fois la méthode, mais un plus grand pas. Donc la différence, l'erreur locale, c'est que le H qui était ici, moi j'ai deux H maintenant ici. Pareil, le petit O, j'ai deux H. Vous voyez, c'est juste ça la différence. Et si je regarde bien ce truc-là, ben, j'ai un 2 puissance P plus 1 qui sort. Petit O de 2H puissance P plus 1 ou petit O de H puissance P plus 1, ça fait la même chose, c'est juste une constante, c'est l'ordre 2. Donc la constante, elle s'en va. Et si je regarde bien ces deux-là, ben, l'idée c'est de faire la différence. J'ai deux fois calculé l'erreur. Hein. Bon, ben, je vais regarder pour, c'est deux fois la même erreur, je vais regarder pour estimer donc ce truc-là, la constante. Et en fait, c'est en faisant la différence, j'obtiens, là ça se supprime, il y a la différence des deux qui apparaissent, il y a une majoration près, et j'obtiens cette formule-là avec un petit taux de 1. Donc on a la différence entre les deux façons qu'on a calculé le YK plus 1. On a un H puissance P plus 1 et on a une division par 2 puissance P plus 1 moins 2. D'accord? Et on a l'estimateur de la constante. Donc si on a l'estimateur de la constante, on remplace dans la formule de l'erreur locale, ça remultiplie par HP plus 1, ce truc-là il s'en va, et donc ça nous fait que l'estimateur de TK plus 1, on fait la différence entre les deux divisé par 2P plus 1 moins 2, et on a un estimateur
un petit taux de h puissance p plus 1. Souvenez-vous, la constante, elle était dans l'équation de l'erreur, elle est multipliée par partout par h puissance p plus 1. Donc en fait, on calcule avec un petit pas, on fait un marche arrière, on calcule avec un grand pas, on fait la différence des deux, on divise par 2 puissance p plus 1 moins 2, on obtient un bon estimateur de l'erreur locale, c'est-à-dire une façon numérique de calculer cette erreur locale. D'accord? Donc l'idée, c'est si ça c'est grand, on peut augmenter la maille, le h. Si c'est grand, on diminue le h, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'erreurs. Si c'est petit, ça veut dire qu'on n'a pas fait beaucoup d'erreurs et on peut valider l'itération suivante. On peut valider l'itération. Bon, le petit problème, c'est qu'on fait 2 fois le calcul de k plus 1 à chaque itéré. Chaque itéré, on calcule vraiment tout schéma 2 fois. Mais bon, ça peut se faire. Alors aussi, si l'erreur est trop grande et qu'on ne diminue pas, ça veut dire que ce qu'on a calculé, on le met à la poubelle. On n'avance pas d'une itération, on reste à l'itération de k. Il y a trop d'erreurs, on dit ah stop, il faut s'arrêter. Le calcul que tu as fait, on le met à la poubelle, on diminue le pas et on recalcule. On n'avance pas. Ça va cette méthode? 2 pas, 2 maillages, c'est vraiment quelque chose de numérique un peu transversal, peu importe la matière, pour valider des simulations. Deuxième idée, mélanger 2 méthodes, donc 2 schémas, un premier schéma et un deuxième, et on va jouer sur les ordres des schémas. On va faire 2 schémas ordre P et un d'ordre P plus 1. On va regarder un petit peu tout ça. Alors si on a l'ordre P, on a calculé avec l'ordre P, ça nous donne une estimation de l'erreur locale, une constante HP plus 1 et un petit taux de HP plus 1. Si on a mis l'ordre P plus 1, c'est encore plus simple, c'est un petit taux de HP plus 1. OK? Ça serait une constante fois h puissance p plus 2, plus un petit taux de p plus 2, et tout ça, c'est un petit taux de p plus 1. Donc j'ai les deux. Je fais la différence entre les deux pour estimer encore cette constante qui est ici, là, la petite constante. Et j'obtiens un nouvel estimateur de cette constante. Alors c'est un petit taux de 1. On a simplement la différence entre les deux. Alors c'est pas des puissances, hein, on est d'accord, hein, c'est vraiment y avec la méthode p plus 1 et y avec la méthode p. On fait la différence entre les deux, on divise et on a tout ça. Donc l'erreur locale, beaucoup plus simple, mais c'est toujours la même chose. On calcule le y avec une méthode d'ordre p, on calcule le y avec une méthode d'ordre p plus 1, on fait la différence, ça nous donne un estimateur de l'erreur. Alors vous allez me dire, ouais, mais attends, comme tout à l'heure, on fait 2 fois le calcul de YK plus 1. Bon, alors pourquoi cette méthode est moins coûteuse en calcul? On a vu différentes méthodes de Runge-Kutta et je vous ai dit la dernière fois, des fois, dans le tableau de Butcher, il y a 2 lignes. Il y a 2 lignes avec 2 combinaisons linéaires des coefficients K1 pour obtenir le YK plus 1 suivant. Et bien, l'idée qu'il y a dans ces tables, trop vite là je pense, l'idée qu'il y a dans ces tables, c'est de dire, bon la première ligne, ça vous donne un ordre P, enfin là, non, un ordre 3, là, ici, et la deuxième ligne, ça me donne un ordre 2. Donc là, ça c'est Boubarski-Champi, qui vous donne une méthode d'ordre 2 et une méthode d'ordre 3. Donc je calcule une fois le K1, une fois le K2, une fois le K3, une fois le K4, et je fais 2 combinaisons linéaires de ces trucs-là, et j'obtiens une méthode d'ordre P et une méthode d'ordre P plus 1. Ici, c'est une méthode d'ordre 3 et une méthode d'ordre 2. Donc je fais moins de calculs que précédemment. Précédemment, c'était je recalcule tout le schéma avec 2 valeurs de H différentes. Là,
Tout ce qui est au-dessus, c'est calculé qu'une seule fois. Oh, Dieu. Ça marche encore. Et j'ai juste deux petits calculs de combinaisons linéaires différents pour calculer l'erreur. Donc là, petit rappel, comment on calcule avec la table de Butcher. On lit la première ligne. Donc la première ligne, ici la constante, ça va nous donner TK plus 0 fois H. Et ici, c'est la combinaison linéaire des K sur lequel on met ici. Donc là, il n'y en a pas, il y a des zéros partout. Donc K1, c'est TK plus 0H et YK plus H fois 0. Deuxième ligne, ça nous donne K2. K2, c'est quoi? C'est TK plus 1 demi fois H, YK plus 1 demi, alors 1 demi de K1, 0K2, 0K3, 0K4. Donc la combinaison linéaire qui est ici, c'est juste un premier coefficient. Troisième ligne, le K3. Vous avez TK plus 3 quarts de H, le 3 quarts qui est ici, et la combinaison linéaire des K1, K2, K3, K1 fois 0, K2 fois 3 quarts, K3 fois 0. La combinaison qui est ici. Dernier coefficient K de calculer, qui est ici. Donc vous avez F TK plus H, et la combinaison linéaire des K, H fois 2 neuvièmes de K1, 1 tiers de K2, 4 neuvièmes de K3. OK? La dernière ligne vous donne l'itéré suivant, KX, enfin YK plus 1. En regardant la dernière ligne qui est qui est ici, en dessous de la barre, pardon. Ça vous donne les coefficients de la combinaison linéaire des K. Et vous avez une autre façon de le calculer aussi, si vous suivez la combinaison linéaire qui est tout en bas. Donc la combinaison linéaire qui est tout en bas, c'est ici. OK? Alors cette méthode, alors regardez, il y a un petit truc, cette méthode-là, elle vous économise vraiment une ligne. Si vous regardez la formule du K4, qui est ici, vous avez YK et vous avez une certaine combinaison linéaire des K1, K2, K3. Mais si vous regardez cette combinaison linéaire, vous l'avez déjà calculée. Donc en fait, K4, c'est... Ah, TK plus H, c'est quoi? C'est TK plus 1. Et ici, qui est ici, c'est YK plus 1. Donc en fait, le K4, c'est le K1 de l'itération suivante. Donc ça vous économise un calcul de F. Alors ça peut paraître dérisoire, mais on va voir que au final, ça fait un calcul de moins par itération. Donc ça fait un quart de calcul en moins. Donc ici, vous avez YK plus 1 et TK plus 1. Et pour l'itération suivante, vous pouvez vous en servir. Donc du coup, au final, la façon de calculer ici, certes, vous calculez une fois Y d'une façon différente, mais elle est complètement rentabilisée dans le calcul précédent. Donc du coup, ça va tout le monde la méthode de Butcher, là, la table? On refait encore une fois? Non? C'est bon? Alors, donc si on a donc la méthode qu'on a là, l'erreur, ben, j'ai fait les coefficients de la deuxième ligne moins les coefficients de la première ligne. Vous voyez les coefficients qui sont là, c'est les coefficients de la première ligne. Et ici, c'est les coefficients de la deuxième ligne. Et j'ai un estimateur de l'erreur. D'accord? J'ai fait... Donc, au final, par itération, on fait ce truc-là. À chaque fois, le K4, on va s'en servir en plus comme le K1 de l'itération suivante. Donc, c'est gratuit pour calculer le K4. Mais à l'itération courante, le K4 nous permet d'obtenir l'erreur, une approximation de l'erreur.
Donc par itération, on a directement le YK plus 1 et l'erreur. Donc, au final, ces méthodes adaptatives, ce qu'elles vont vous demander en tant qu'utilisateur, c'est quelle erreur vous êtes prêt à tolérer par pas. Donc on dit, tiens, si vous avez une erreur locale à chaque pas de l'ordre de 10-3, c'est bon. 10-5, 10-10, comme vous voulez. Donc au final, au logiciel, vous allez donner une petite estimation de l'erreur que vous voulez par pas. C'est-à-dire combien vous êtes prêt à tolérer d'erreur à chaque pas. Et donc, si l'erreur numérique que vous avez calculée avec cette méthode, qui est ici, est supérieure à l'erreur autorisée par l'utilisateur, on ne prend pas en compte l'itération courante. Ça veut dire que l'itération que vous êtes en train de calculer, le K plus 1 qui est ici, vous le balancez à la poubelle et vous recalculez tout en changeant le pas, en divisant par 2 ou une autre formule. D'accord? Donc c'est faire très attention quand on vérifie que l'erreur numérique est supérieure ou non à epsilon, il ne faut pas oublier de balancer le résultat à la poubelle. L'idée c'est quoi? Si vous faites un suivi de ligne ou un créneau, vous êtes en train de calculer, tout va bien, vous arrivez près du créneau. Si vous ne balancez pas à la poubelle votre itéré, vous allez le calculer ici, le point. D'accord? Alors que si vous mettez à la poubelle et vous recalculez avec H sur 2 jusqu'à ce que l'erreur soit bonne, vous allez avoir un pas de plus en plus petit et peut-être que vous allez réussir à prendre en compte et donc avoir la trajectoire qui va être calculée va être plus de ce type-là. Alors que si vous avez des trop grands pas, on va faire un truc comme ça. Ok? Le décrochage ne va pas être le même au même moment. Donc dans un cas où la simulation vous dit, si ça c'est un rocher, dans un cas elle vous dit vous êtes rentré dans le rocher, dans l'autre cas elle vous dit vous avez réussi à l'éviter. C'est pas la même réponse qu'il y a derrière. Ok? Donc faire très attention à ces pas adaptatifs. C'est pas constant, c'est plus facile à coder, hein, mais pas adaptatif, ça permet de répondre plus efficacement. Donc vous pourriez me dire, ah oui, mais en fait je préfère du pas constant et puis faire un tout petit pas. Oui, mais si vous faites plein de petits pas, pour prendre en compte ce truc-là, il faudrait peut-être un pas de, allez, 10-10. Ouais, mais si on fait des pas de 10-10 plein là, on va calculer trop de valeurs qui servent vraiment à rien. Alors qu'un pas adaptatif, il va faire un pas là, il va augmenter, il va rétrécir, hop, et puis il va augmenter. Donc vous allez avoir une distribution non homogène de vos T, T1, T2, T3, T4 ne vont pas être homogènes, mais vous en aurez beaucoup moins sur le noir avec le vert. D'accord? On fera des simulations numériques et vous verrez que la différence est très grande. Oui. Quand on dit H égale H, oui, c'est un... pour toutes les itérations suivantes. Non, toutes les itérations suivantes. Alors il peut diminuer, ça c'est un petit exemple, là je vais vous montrer une autre formule, mais bien sûr que on peut mettre une autre condition du genre si l'erreur est inférieure à 10 fois l'erreur demandée par l'utilisateur, H égale H fois 2. Alors là on ne jette pas l'itération courante à la poubelle, on la passe et l'itération suivante on fait un double pas. Donc certes il ne faut pas que diminuer, je suis d'accord, mais j'avais plus de place. Alors, qu'est-ce que ça va me donner numériquement tout ça? APA fixe, une méthode en programmation en Python. Ça va me donner le petit code suivant. Ma méthode. Donc comme je vous ai dit, les méthodes numériques ils vont avoir toujours besoin de ça. Que ça soit solvivp, ODE int, ODE, en Python, ça c'est les trois qui sont disponibles.
mais au DE45, au DE23 en MATLAB et autres. Chaque fois, vous aurez besoin de la dynamique, f, qui est une fonction que vous écrivez à côté, qui s'appelle ma fonction ou autre, ou la fonction Toto. Vous aurez un T0, un T max. T0, c'était le T initial, T max, c'est le T final. Un pas fixe, on demande le pas, H. Et on a un Y0 qui correspond au point de départ. Alors voici une méthode de programmation. Vous ferez autrement, hein, certainement. Mes collègues font autrement. Moi, j'aime bien comme ça. Chacun son truc. Donc au début, vu que le pas il est fixe, l'avantage des méthodes, c'est qu'on sait au début, on fait entre T0, alors il faut mettre T0, T max plus H, parce que ça s'arrête à une itération avant, pour créer comme ça le vecteur des TK. Hop, ça y est, on a créé le vecteur des TK. De toute manière, il ne va pas changer. Donc on a déjà tout notre ensemble des vecteurs TK. Donc on pourra déjà le sortir, celui-là. On a T1, T2, T3, T4. H c'est fixe, on les calcule tous d'un coup. Par contre, le Y, on va le calculer au fur et à mesure. Donc on connaît Y0, on le stocke. Alors grand Y, là, ça va être mon stockage de données. J'ai un Y qui va être mon Y courant, mon YK. Et donc, je vais faire une boucle for pour tous les T dans ma base de T1, T2, enfin tous mes TK. Pour chacun, je vais faire une itération. Alors, vous voyez qu'on écrase la valeur courante et on la sauvegarde après. Alors, c'est important de faire ça comme ça. Ça évite de stocker trop de choses. Vous avez une partie stockage et une partie itérée souvent. Itérer courant, pardon. Cette méthode-là, c'est si vous n'avez pas besoin de stocker l'ensemble des Y, vous pouvez supprimer le stockage et garder que la première ligne. Donc là, j'ai mis une fonction schéma. En pratique, on ne fait pas une fonction à côté. Hein. On écrit les 3 lignes à l'intérieur de la boucle. K1 égale, K2 égale, K3 égale, la combinaison linéaire des K. Ou avec la méthode de Taylor, vous allez calculer la formule et vous la mettez ici. Donc là, à T0, ça fait, vous avez TK plus H fois le schéma en TK, YK et le pas H, et ça vous donne YK plus 1, vous le sauvegardez. Ok? Et on sauvegarde ça au fur et à mesure. Alors je préfère cette méthode-là plutôt que d'écrire un grand Y qui est une sorte de matrice et que je remplis case par case. Pourquoi? C'est parce que l'avantage de ça, il n'y a pas de K plus 1 avec des colonnes, pas des colonnes. Et généralement, mon expérience m'a montré que quand, avec les itérés, les étudiants font ah mince, j'ai mis K-1, c'était K plus 1, là c'était K, la case est... Il y a un truc qui se passe. En tout cas, avant de rendre le tout, je fais un NumPy-array de Y, parce que Y ici, grand Y, c'est une liste de NumPy-array. Et quand je fais NumPy-array, ça me rend... Donc c'est plein de NumPy-array et ça me redonnera une grosse matrice. Alors l'avantage de la grosse matrice, c'est quoi? C'est que je pourrais après en extraire toute une ligne. Vous vous souvenez, les Y0, ça va être des NumPy-array, 2 cases, 3 cases. Donc mon grand Y là que j'ai calculé, au tout début, ça va être Y0, encore un autre vecteur, encore un autre vecteur, et ainsi de suite. Ok? Plein de vecteurs côte à côte. Quand je fais NumPy-array de grand Y, ça va me le transformer en matrice. Ici, pour mon cas de ligne. D'accord? Vous allez avoir 2 lignes à la matrice et autant de cases. Alors, l'avantage de ça, c'est qu'en NumPy, derrière, on peut faire ça. Récupérer la ligne 0. Et ça, quand vous faites ça, ça vous sélectionne toute la première ligne.
Alors, l'avantage de ça, c'est pourquoi? Ben, souvenez-vous, quand on avait fait nos petits exercices, par exemple, on avait dit, ah, Y, grand Y, c'est θ de T, θ prime de T. Bon, ce qu'on veut afficher, c'est que θ. Donc, on veut afficher que la première ligne, en fonction du temps. Donc, petite transformation qui vous sera bien utile pour récupérer comme ça tous les θ. Parce que ici, là, vous ne pourrez pas récupérer toutes les premières lignes de votre liste. Là, ça ne marche pas. Il faut vraiment faire un NumPy-array. Alors, je le dis parce que la semaine prochaine, vous allez galérer. Hein. Sinon, vous ne faites pas ça. Vous allez dire, ah, mais comment ça se passe? Comment ça se fait? Je n'y arrive. Si vous faites ça directement sans avoir transformé en NumPy-array, il ne vous renverra rien du tout. Il vous dira, il y a une erreur. Donc faites attention, un NumPy-array, ce n'est pas une liste, ce n'est pas un NumPy-array. Travaillez tout le temps en NumPy-array. Y0 doit être un NumPy-array aussi. Parce que quand vous allez faire vos calculs, ici notamment, il y a une somme entre... Il faut que ça soit un NumPy-array plus un NumPy-array pour que le plus soit bien une addition ligne par ligne. Si votre Y, c'est une liste, le plus, ça va faire une liste plus une liste, ça va faire concaténation. Voilà. Et donc, vous allez avoir des choses qui vont changer. Donc, faire attention, le Y0, ça doit être aussi un NumPy-array. Et votre fonction f aussi doit retourner un NumPy-array. Faites des NumPy-array à chaque fois au retour, ça vous aidera. Donc ça, c'est la version à pas fixe. OK? La version à pas variable, la voici. C'est la même chose, sauf qu'il y a une grosse différence. Tout à l'heure, on avait les t, vous pouviez les calculer, et puis on faisait un for. Ben là, on ne sait pas combien il va y avoir d'itérations. Vous avez un pas variable. Donc, vous ne pouvez pas calculer votre t au début. Vous calculez juste t0, enfin c'est t0, et on va sauvegarder au fur et à mesure tous les t1, t2, t3. Le vote pas va changer, donc vous ne pouvez pas les prévoir. Vous ne pouvez pas prévoir non plus la taille. Alors, donc comme tout à l'heure, on initialise nos sauvegardes grand T et grand Y, on initialise les itérés courants, TK, YK, et on va faire cette boucle-là. Donc notre itéré, on continue tant qu'on n'a pas des... Ah, j'ai mis TF, mais c'est Tmax. T final, Tmax. Tant que le T courant est inférieur strictement au T final, Tmax, on boucle. OK? Donc on va boucler, on va faire comme tout à l'heure, on va faire notre schéma numérique, mais on va le stocker provisoirement. On ne va pas écraser la valeur, on le stocke provisoirement. On va calculer l'erreur locale, un estimé avec soit deux ordres, la méthode que vous voulez, deux itérations, on procède comme on veut, on a une méthode pour calculer l'erreur. Et donc, si cette erreur numérique est inférieure à un epsilon, ah, là il y a h, mais ça ne sert à rien. Si c'est inférieur à epsilon, c'est bingo, on sauvegarde notre itéré. Ça veut dire que l'erreur numérique qu'on a calculée, elle est bonne, on le prend en compte. Donc on passe à l'itéré suivant, T ça vaut T plus H, Y ça vaut Y1. Celui qu'on a calculé est valide, on le sauvegarde. On le sauvegarde dans les listes, append Y et T. OK? Et si donc, il n'y a pas de else, hein, si vous n'avez pas une erreur, si vous avez l'erreur qui est trop grande, ben, il n'y a pas de else, hein. Ça veut dire qu'on ne modifiera pas le T courant, on ne modifiera pas le Y courant. Donc le Y1, il passe à la trappe, il passe à la poubelle. OK? Donc ça, si l'erreur elle est trop grande, on va faire une boucle de for, une boucle while en plus. Alors là, je vous ai mis une mise à jour automatique de H qui permet de grandir et de raccourcir un petit peu tout ça. Alors comment ça marche? Je vais mettre la formule en gros.
Alors, c'est le h précédent multiplié par une sorte de coefficient. Il y a le epsilon sur 2 fois le calcul de l'erreur. Et là, il y a 1,5. Alors, vous voyez que le rapport entre epsilon et 2 fois l'erreur, ben, si l'erreur ici, elle est très petite par rapport à epsilon, ça veut dire que j'ai fait très peu d'erreurs. Ça veut dire que ce rapport qui est là, il va devenir supérieur à 1. Il va devenir grand. OK? Il va dire supérieur à 1. Bon, je vais limiter un petit peu ce coefficient. Je lui mets une racine pour être sûr. Mais si l'erreur qu'on a calculée là, elle est plus grande que l'epsilon, ben, le rapport qui est ici, il est inférieur à 1. Donc et en plus, je rajoute une racine, donc il va être encore plus petit. Donc ça veut dire que je vais diminuer mon h. Donc avec ce genre de petite formule, si l'erreur elle est trop grande par rapport à epsilon, ça diminue le h. Si elle est plus petite, ça l'augmente. Alors ici, même ici, là, le 2 là, qui est ici, le racine, en vérité, ça dépend de la méthode de l'erreur que vous avez calculée. Si vous avez utilisé avec 2 ordres différents, ben en fait, ici on met P-1. C'est-à-dire que si vous avez une méthode d'ordre P plus 1, enfin d'ordre 3 et d'ordre 2, ici, il faudra mettre 2. C'est-à-dire le plus gros ordre moins 1. Si vous avez une méthode d'ordre 5 et d'ordre 4, ici, mettez un 4. Ok? C'est pragmatique ce que je vous dis là. Hein. D'accord? Ça a été documenté par différents articles que ça marchait bien, ce genre de choses. Ok? Mais ça permet aussi, comme ça, d'augmenter et diminuer le pas de manière constante. Alors, les méthodes à pas adaptatifs font beaucoup moins d'itérations en pratique. Hein. Si elles font plus d'itérations qu'un pas fixe, c'est que vous avez trop de variations dans tous les sens et qu'il faut prendre beaucoup de pincettes. D'accord? Le pas adaptatif est un peu plus piégeux parce qu'il y a un while. C'est pas un for. Faites attention à ça. OK? Enfin, bon, y a des questions là sur la programmation? La prochaine fois, c'est vous qui programmez des méthodes de Runge-Kutta, Euler, Runge-Kutta à l'ordre 2. On va faire déjà du pas classique, hein, on va faire du pas fixe. Là, le deuxième TP, vous programmez même une méthode implicite. Le TP2, je vous conseille aussi de réviser l'exercice 4. Si vous ne l'avez pas fait, il y a de la correction en ligne. C'est l'exercice 4 ou 5. Enfin, Euler implicite, il y a un Euler implicite. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Alors, je vous ai mis 2 exemples là. Il y a plein de problèmes où les EDO, ou les équations différentielles ordinaires, ne sont pas le premier objectif. Le premier objectif, c'est pas ça, c'est de résoudre. Alors j'ai mis des problèmes inverses ou autres. La terminologie est assez large. Alors, qu'est-ce que c'est que ces méthodes de tir? Méthode de tir, ça a été inventé notamment pour le transfert orbital ou le lancement de satellites. Vous savez où votre satellite doit être. C'est-à-dire, on veut cette orbite, donc on veut qu'il soit à tel moment, avec telle vitesse, en un point précis de l'espace. OK? Vous avez un lanceur qui est sur la Terre. La question, c'est combien de carburant il faut que je mette dans mon lanceur pour pouvoir envoyer le satellite au bon endroit. OK? Donc ça, c'est clairement une EDO. Étant donné votre satellite avec une certaine dose de carburant, vous pouvez faire une simulation et savoir où est-ce qu'il va atterrir. Mais ce n'est pas ça que vous voulez. C'est savoir combien il y a de carburant. Et vous voulez savoir l'état final. Vous connaissez l'état final et vous voulez déterminer l'état initial.
Donc vous savez l'état final, mais vous voulez l'état initial. Donc ça veut dire qu'on va faire ce qu'on appelle une méthode de tir. On va chercher le point initial qui va avoir comme solution le point final. Donc vous avez une sorte de grosse fonction qui, étant donné un point initial, vous fait une simulation numérique et vous donne un écart par rapport à la cible. Est-ce que vous êtes dans le mille ou non? Donc ça, c'est des fonctions. À chaque fois que vous faites une évaluation de votre fonction, vous allez avoir une EDO derrière. Donc, derrière, on a une méthode numérique. Je n'ai pas le temps de vous montrer tout ça, mais une méthode numérique qui permet de trouver le bon point de départ. On se balade dans l'espace des points de départ pour faire en sorte que le point d'arrivée soit le bon. D'accord? Ça, c'est les méthodes de tir. Les problèmes inverses, vous avez un bateau à construire. En fonction de la forme de la coque, vous pouvez déterminer la longueur de la traînée. Ça induit plein de choses en résistance et autres. Maintenant, moi, je veux l'inverse. Je veux un bateau qui a une traînée faible. Faible, ça veut dire quoi? Je fixe la traînée. Calculez-moi la forme du bateau. Ça, c'est ce qu'on appelle un problème inverse. En hydro, il y a des problèmes du genre, vous faites un relevé avec un multifaisceau, et vous voulez avoir de l'information sur la colonne d'eau. Vous savez que l'eau se diffuse, la lumière dépend un petit peu, il y a des réfractions et autres. Donc vous avez l'information du fond, vous avez l'information des longueurs de tir, et il faut retrouver au milieu quelle est la colonne d'eau. Donc tout ça, c'est une grosse simulation. Vous avez l'état initial, vous avez l'état final, c'est-à-dire vous avez vos relevés bathymétriques ou autres, multifaisceaux. Vous avez l'état final et il faut retrouver la forme de votre colonne d'eau qui vous a donné ce résultat-là. Pareil, après une simulation d'EDO ou autre chose. Donc ça, c'est tout des problèmes inverses. Problème inverse, c'est vraiment, vous voulez un moteur qui a une certaine puissance et qui soit d'un certain volume, trouvez le nombre d'aimants qu'il y a à l'intérieur. Étant donné un moteur avec un certain nombre d'aimants et de certaines dimensions, je fais une simulation pour calculer le couple du moteur en question. Ça, c'est le problème direct. Problème inverse, c'est étant donné le couple, trouvez-moi la forme du moteur. D'accord? Donc, tout ce qu'on a fait, les EDO, là, c'est une brique. Le métier d'ingénieur, souvent, problème inverse, vous allez refaire. Ça, c'est vraiment un métier d'ingénieur. Résoudre des problèmes inverses. En signal, c'est pareil. En signal, vous avez le signal que vous avez reçu, acoustique ou autre. Il faut savoir où sont les sources. Combien il y a de sources? Où sont les sources? Quel est l'environnement? Quel est l'environnement qui vous a donné en réception cette onde-là? D'accord? Ça marche aussi en sismique. En sismique, vous avez comme ça, pour trouver du pétrole sur la Terre, on met plein de capteurs, on met un engin qui fait boum boum dans le sol. Vous regardez le son qui est réceptionné par les capteurs, il faut trouver ce qu'il y a sous terre. Quelles sont les couches des strates qui ont reflété le son. D'accord? Donc ça, c'est tout ce qui est problème inverse. Et tous les EDO, ça va être la première brique. Donc cette brique-là, elle doit être solide. Elle doit être sûre. On doit être sûr que quand on fait une évaluation, on n'a pas de problème. On ne va pas bidouiller le pas H à chaque évaluation. La fonction, elle va être mise derrière dans un autre logiciel, autre optimisation, qui va s'occuper de manière automatique de ça. Donc il faut que vous ayez beaucoup d'assurance là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions? En TP la prochaine fois, réviser le Python. NumPy. L'infus de secret pour vous.